Un deuxième bénéfice de lire un peu plus, c'est de développer ses aptitudes émotionnelles et sociales. Je crois que c'est mon préféré parce que, bah, c'est peut-être le plus inattendu et puis forcément des sujets qui me touchent le plus. Tu écris notamment, bah, ouais, lire, c'est vivre, 1000 et une vies. Ouais, c'est pas toi qui l'écris, mais quand tu vois Harry Potter Non. à l'écran, tu sais pas trop ce qui se passe dans sa tête, alors que quand tu lis le livre, bah, tu es vraiment au plus proche de l'intimité du héros, de ses sentiments, de ses tergiversations, Ouais. typiquement tergiversation, je pense que je l'ai pas calé dans cette discussion depuis des années. Tu vis par procuration aussi, ça développe ton empathie parce que tu te mets à la place d'un méchant, de quelqu'un d'une autre époque, ou d'un magicien, d'une classe sociale différente, et cetera, et ça t'aide aussi à déchiffrer, parfois tes propres ressentis. Alors ça, c'est encore, dur à ça commence à être documenté, mais c'est pas encore aussi, mainstream en termes d'études. Mais il y a des études qui ont montré que, des livres de fiction pouvaient aider à réduire, l'anxiété et la dépression, par exemple. Tu peux nous en parler? On a commencé par s'intéresser à tout l'aspect intellectuel. Et puis il y a une vingtaine d'années, les chercheurs ont commencé à s'intéresser aux aspects effectivement émotionnels de la lecture, à l'intelligence sociale, parce que les gens ont compris que l'intelligence, c'était pas seulement le langage Oui, et les maths? et l'intellect et les maths et ce genre de choses, mais qu'il y avait une dimension émotionnelle et sociale là-dedans. Et les chercheurs ont commencé à s'intéresser à ça. Et c'est rigolo, c'est Eco qui disait mon pote, il a 80 ans, il va mourir et il aura vécu une vie. Moi, j'ai 80 ans et quand je mourrai, j'aurai vécu 1000 vies parce que j'ai lu 1000 livres. Et en fait, il y a une particularité, il y a une particularité dans le livre. Tu sais, c'est vrai pour Harry Potter, ça m'avait frappé parce que ma petite, elle avait lu Hunger Games, elle m'avait dit tiens, on va regarder le film. Et Ouais. quand on regarde le film, alors le film est sympa, hein, ça bouge, boum boum, il y en a de partout. Mais d'abord le livre, il faut 7 heures et demie pour le lire, et le film il dure 1 heure et demie, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus d'informations. Et c'est une constante. On s'aperçoit que l'épaisseur psychologique des personnages, les détails, les liens logiques sont beaucoup mieux décrits et beaucoup plus Et la profondément décrits dans le livre. Ça veut pas dire qu'il y a pas de bons films, ça veut pas dire que le cinéma est pas un art, ça veut dire que c'est juste pas la même chose et qu'il y a des spécificités de l'écrit. Et donc, ces spécificités, ben, on peut pas s'en passer si on veut développer un certain nombre de choses. Et il y a une particularité à l'écrit, c'est que, tu disais, Harry Potter, tu vois Harry Potter, tu le vois agir, ou Madame Bovary, ou je sais plus comment s'appelle l'héroïne, la Katniss dans Hunger Games. Dans Hunger Games, tu la vois agir, par exemple, et elle se dit toujours, mais qu'est-ce que, voilà, tu la vois agir, elle était toujours obligée d'inférer pourquoi elle agit, d'essayer de comprendre pourquoi elle agit comme elle agit. Dans le livre, elle t'explique. Si je fais ça, l'autre, qu'est-ce qu'il va penser, et machin qui ouais. est resté au pays, si j'embrasse lui, est-ce qu'il va comprendre que, et tu rentres, et Madame Bovary, c'est pareil, quand tu la vois agir à l'écran, tu dis, putain, elle est pas cool, Emma. Mais l'avantage du livre, c'est le seul support, le livre et le livre de fiction, où tu rentres littéralement dans la tête du personnage. Alors il y a les voix off, mais c'est quand même un peu marginal. Et là, tu vas comprendre. Par exemple, tu vas prendre une game, Madame Bovary, Harry Potter, tu vas rentrer dans la tête et tu vas comprendre les motivations, tu vas comprendre les peurs, tu vas comprendre les espoirs, tu vas comprendre pourquoi il agit comme il agit. Et Et en faisant ça, les études montrent que c'est ce qu'ils appellent la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est comprendre pourquoi les autres agissent comme ils agissent. Et puis ça nous permet d'anticiper le pourquoi ils vont agir de telle ou telle façon. Et les études montrent clairement que ça a un impact très positif sur ce qu'on appelle cette théorie de l'esprit, c'est-à-dire que on se comprend mieux soi-même ouais. et on comprend mieux les autres. Mais pas seulement. Non seulement je vais comprendre pourquoi il agit comme il agit, mais je vais éprouver ce qu'il éprouve. C'est-à-dire que quand Madame Bovary elle a peur à la fin parce qu'elle a avalé le poison, ou quand Katniss elle est heureuse ou en colère ou je sais pas quoi, les réseaux qui vont s'activer dans mon cerveau sont exactement les mêmes réseaux qui vont s'activer quand je ressens réellement ces émotions, avec encore une fois l'idée que je comprends intimement pourquoi ça déclenche ces émotions. Donc je comprends pourquoi, et en plus j'éprouve ces émotions, et les études montrent que ça a des impacts extrêmement forts sur l'empathie. Et donc la lecture, les chercheurs ils parlent de simulateur émotionnel ou de simulateur social. C'est Ouais. exactement ça. Je veux dire, tu es dans un simulateur de vol ou de voiture de course, et ben là tu es dans un simulateur de situation sociale que tu vivras pas forcément, ou que Proust disait, voilà, tu vas vivre en 2 heures ce que tu mettrais des décennies ou ou plus Ouais. à vivre dans la vraie vie. Et donc ça a un effet majeur sur l'empathie, sur la capacité à se comprendre, sur la capacité à comprendre les autres, et donc forcément à l'arrivée sur nos compétences sociales, parce que mieux on se comprend, mieux on comprend les autres, et plus on a d'empathie, mieux ça se passe. Les gens pensent toujours que l'empathie c'est pas si important. L'empathie c'est absolument fondamental, c'est ce qui nous fait humains. Et j'aime beaucoup cette étude. Alors cette étude
Les Américains ont envoyé au procès de Nuremberg un psychologue qui s'appelle Gilbert, qui était un militaire. Et la question, c'était il va falloir que tu nous expliques ce qui cloche avec les criminels de guerre nazis. Il leur manque forcément une case à ces gars-là. Et donc, le gars est parti, il les a tous évalués. Et il a dit, écoutez, j'ai pas trouvé grand-chose. Il y en a qui sont éduqués, il y en a qui sont bêtes à manger du foin. Voilà, c'est des gens qui sont tous très différents. Et il dit, le seul truc commun que j'ai trouvé, c'est chez ces gens-là, qu'il a appelé le mal absolu. Le seul truc commun, c'est le manque d'empathie. C'est l'incapacité à ressentir ce que ressentent les autres et l'incapacité à se mettre à la place des autres. Et quand on prend les échelles, notamment chez les étudiants, on s'aperçoit que depuis les années 80, il y a une baisse quand même très marquée des échelles d'empathie. Et il y a une augmentation concomitante des échelles de narcissisme. Oui. Voilà. Donc, lié à, pas exclusivement évidemment, mais à l'augmentation du temps d'écran, à la réduction de la Oui, aux réseaux sociaux, voilà. En tout cas, c'est ce qu'expliquent les auteurs. Il n'y a pas que ça, mais effectivement, voilà, l'empathie. Clairement, Attal disait, il faut mettre des cours d'empathie. T'as envie de lui dire, achète-leur des bouquins, quoi. Oui, prends les cours toi-même déjà. Non, ça c'est plus une balle perdue. Et du coup, sur cet aspect émotionnel, pour développer un peu, ouais, t'écris aussi qu'il y a des études qui ont montré que la fiction pouvait servir de support aussi de discussion, notamment chez l'enfant, pour traiter des sujets durs comme le deuil, le handicap, le harcèlement, le racisme, la pauvreté, la solitude.